disponibilité. Les licences de pêche au Sénégal, un sujet qui suscite beaucoup de passion. Le gouvernement a décidé d'en annuler 29, un dossier sur ce sujet qui divise les différents acteurs du secteur dans ce journal. Et puis le premier contingent de l'armée sénégalaise qui sera déployé en Guinée-Bissau a reçu aujourd'hui le drapeau national. 200 soldats devront renforcer la défense et la sécurité du secteur pendant 6 mois. Ainsi donc, le président de la République a rendu en fin de matinée une visite de courtoisie au cardinal Théodore Adrien Sarr. Macky Sall lui a réitéré son soutien à la communauté chrétienne en même temps que sa disponibilité. Le cardinal a quant à lui formulé des prières pour un Sénégal prospère. Pape Biram Biguendiaï. Dans un élan de courtoisie, le chef de l'État est allé saluer le cardinal Théodore Adrien Sarr, le symbole d'un salut fraternel de la République à la communauté chrétienne du Sénégal. Et derrière cette visite à la fois solennelle et très sombre, le désir ardent de recueillir des prières pour un Sénégal de paix, un Sénégal émergent. Nous demanderons aux fidèles de continuer à prier pour que Dieu assiste également les nouvelles autorités du pays et leur donne par sa sagesse et lumière, les aide à pouvoir vraiment prendre toutes les dispositions qui permettront à notre pays d'aller de l'avant. En tout cas, en nous félicitant de ce qui s'est passé, en vous félicitant pour la confiance des Sénégalais, nous vous assurons du soutien de notre communauté religieuse, soutien de la prière, mais soutien aussi de tout ce que nous pouvons apporter comme éducation des consciences, éducation des citoyens, tout ce que nous pourrons apporter comme contribution au développement. Le président Macky Sall n'est pas en lieu inconnu. Sa proximité avec la communauté chrétienne ne date pas d'aujourd'hui. Et par ailleurs, il a réitéré son attachement aux principes républicains avec une garantie du respect des libertés constitutionnelles. Le chef de l'État s'est dit disposé à accompagner la communauté chrétienne dans toutes ses entreprises. Sachez que je serai disponible et à l'écoute. Et ce message, je peux le dire dans toutes les familles religieuses, parce que c'est exactement ce en quoi je crois, et c'est la disponibilité que je montrerai face à toutes les grandes familles religieuses, à toutes les autorités religieuses de ce pays qui doivent être respectées et soutenues dans le cadre d'une république qui se réconcilie avec elle-même et avec ses citoyens. Le président de la République a également sollicité des prières pour un bon hivernage au Sénégal. C'est parce que l'agriculture constitue un levier important de l'économie nationale et fait partie de ses priorités. L'impact de l'hivernage dans nos économies est un impact fondamental. Nous l'avons vu, à chaque fois que l'hivernage est mauvais, c'est la récession immédiate. C'est une crise majeure. Donc nous prions pour que Dieu nous donne un hivernage pluvieux, sans dégâts. Pour notre part, nous avons décidé d'accompagner les agriculteurs, les paysans de façon générale, à préparer dans les meilleures conditions l'hivernage prochain. Une visite riche en enseignements à l'issue de laquelle le cardinal Théodore Adrien Sarr s'est réjoui de cette marque de considération de l'État sénégalais. Il en a profité pour exposer au chef de l'État le projet de construction du sanctuaire diocésain Saint-Paul de Grand-Yoff, le plus grand église du Sénégal d'une capacité de 2200 places, plus une tribune de 2000 places. Un projet qui attend d'être réalisé. L'agence de garantie des investissements de la Banque mondiale décide de soutenir l'État du Sénégal dans ses efforts de développement économique et social. Les secteurs de l'énergie et des infrastructures routières les secteurs ont été déjà ciblés. L'idée est d'attirer les investisseurs européens en leur garantissant la sécurité de leurs investissements. Et d'ailleurs, ils sont nombreux à vouloir déjà investir au Sénégal. Je vous propose d'écouter le directeur général des opérations de la Banque mondiale. Il a été reçu en audience par le président de la République. Il est ici toujours au micro de Pape Biram Biguendiaï. C'est le dossier énergie qui a été un dossier marquant de cette réunion. Le président souhaite absolument restaurer l'énergie et qu'il y ait de l'énergie non seulement pour les citoyens, mais également pour le secteur privé qui en a grand besoin et pour nourrir la croissance. Donc MIGA sera là pour aider les investisseurs à venir pour des générations supplémentaires qui seront absolument nécessaires pour assurer la compétitivité du pays. Nous avons aussi discuté du domaine des routes, du domaine des services et surtout de la création d'emplois dans le pays. Pour cette création d'emplois, il faudra des nouvelles entreprises privées qui permettront, en particulier dans les agro-industries, d'avoir des nouvelles façons de donner de la valeur ajoutée aux produits du Sénégal et à les exporter.
Donc là encore, nous pourrons être là pour rassurer les investisseurs et pour leur donner un signal par notre présence c'est le moment aujourd'hui d'investir au Sénégal. On a parlé des routes et en particulier de ce qui est nécessaire pour que vraiment l'aéroport soit desservi, les financements supplémentaires qui seront occasionnés à ce moment-là. Et puis on a parlé du secteur des télécoms et des licences. Donc je dirais que c'est l'ensemble des volets d'activité économique qu'on a pu évoquer et le désir du président que, mis à part les fonds publics, on ait vraiment accès à des fonds privés et du rôle que MIGA peut jouer pour l'aider dans cette mission. On est très encouragé par le nouveau début de ce président. On a face à nous un gouvernement de réforme qui souhaite avancer et justement créer des emplois. Et MIGA devait être là dès le départ pour rassurer les investisseurs et leur dire que nous donnons pleine confiance à ce gouvernement et sommes prêts à travailler avec lui pour faire venir les investisseurs. L'axe Dakar-Rabat se renforce dans le domaine des transports maritimes et aériens. La coopération sénégalo-marocaine va davantage s'accentuer avec la réalisation de plusieurs projets de développement des transports. Le trafic aérien va également se renforcer entre les deux pays. Le ministre marocain des Transports et de l'Équipement a été reçu aujourd'hui par le président de la République, Aziz Rabar, est ici toujours au micro de Pape Biram Vigendiaï. C'était un grand honneur pour moi de transmettre à son Excellence donc, le message de Sa Majesté qui confirme donc, les relations éternelles, historiques, séculaires entre le Maroc et le Sénégal et qui doivent être consolidées par des projets concrets de coopération dans tous les domaines. Et bien sûr, ça a été une occasion, moi et mon collègue ministre des Infrastructures et des Transports, de soulever bien sûr certains dossiers qui peuvent donner à cette coopération un véritable sens dans le domaine du transport aérien, dans le domaine du transport terrestre, dans le domaine des routes, dans le domaine aussi du transport maritime et des infrastructures. Et bien sûr, c'est avéré qu'on partage la même vision parce que nous voulons développer le marché, nos marchés nationaux respectifs, mais il faut aller au-delà de ça, développer une vision régionale parce que quand même c'est un marché, l'Afrique c'est un grand marché pour les différents pays africains et en particulier pour le Maroc et le Sénégal. Et on s'est mis d'accord sur la mise en place des comités mixtes sur différents secteurs pour bien développer ces projets, pour bien concrétiser les grandes idées et de passer de rendre cette fraternité et amitié irréversible, alhamdoulilah, en véritable projet tant attendu par nos peuples, parce qu'après la réussite politique du Maroc et du Sénégal, après ce changement politique dans la paix sans dégâts, alhamdoulilah, et c'est un véritable printemps. C'est un véritable printemps qu'on a réussi au Maroc et au Sénégal. Aujourd'hui, il faut répondre aux attentes des populations de nos deux peuples et surtout en matière économique et sociale. Il y a des conventions qui vont être signées incessamment. Moi, j'ai demandé à ce que mon collègue et mon ami, donc ministère des Infrastructures, qu'ils rendent visite au Maroc et comme ça, on essaie de finaliser les différents projets. Il y a quand même le corridor Dakar-Casablanca. Il y a aujourd'hui une demande en termes de transport aérien d'augmenter ou d'améliorer les fréquences dans la logique d'un équilibre entre les deux compagnies, marocaines et sénégalaises, et bien sûr de voir aussi la ligne maritime Dakar-Tanger. Et il y a d'autres choses dans le domaine de la formation, parce que l'objectif c'est de développer des plateformes régionales de formation dans les différents domaines et on a beaucoup à gagner ensemble. Et bien sûr, nous voulons aller au-delà de ça, c'est de chercher la compensation industrielle. C'est vrai, c'est bon d'avoir un très bon transport aérien, mais il faut avoir l'industrie aéronautique, un transport maritime, mais il faut avoir l'industrie maritime comme la construction navale, un très bon transport ferroviaire, mais il faut avoir la compensation industrielle en développant la maintenance et l'industrie ferroviaire. Donc il y a énormément de niches qu'on peut développer ensemble et ça peut commencer bientôt, Inch'Allah, et on doit partager nos expériences pour consolider les acquis, les réussites et bien sûr éviter les échecs. Certainement toute expérience a ses qualités, ses défauts, mais je crois notre intelligence, notre génie nous permettra Inch'Allah d'aller dans le bon sens. Comme j'ai dit, il y a de fortes attentes, il y a des défis, il y a des challenges et je crois qu'on doit travailler jour et nuit coréen pour qu'on puisse répondre favorablement à ces attentes. L'émissaire du Premier ministre égyptien a lui été reçu par le Premier ministre Abdoul Mbaye. Cette visite entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Égypte et le Sénégal, notamment dans les domaines de l'élevage et de l'agriculture. Voici son Excellence Hicham Maher à sa sortie d'audience.
J'ai commencé cette audience en transmettant les salutations du Premier ministre M. Ganzouri de l'Égypte, son Excellence le Premier ministre Abdelaziz Mbaye, en lui confirmant la volonté de l'Égypte de renforcer ses relations déjà excellentes avec le Sénégal. Nous avons abordé des divers sujets, parmi lesquels le développement de la vie politique en Égypte et la préparation pour les élections présidentielles qui déroulera après-demain, le premier tour des élections, et que tout est en calme et tout est en ordre. Et on a abordé aussi les différents domaines qu'on peut se coopérer entre les deux pays. Il y a une délégation d'hommes d'affaires égyptiens, une trentaine d'hommes d'affaires qui arriveront à Dakar au début du mois de juin, le 4 juin. Il y aura un événement, un forum qui donnera l'opportunité aux deux parties les hommes d'affaires de l'Égypte et du Sénégal pour se rencontrer. Et aussi on a d'autres coopérations dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, et on essaye qu'on aura des résultats qui vont à l'intérêt des deux peuples à travers cette coopération qui, on espère que ça sera très fructueuse. Vers le paiement électronique des droits de douane et taxes assimilés, la Direction générale des douanes a lancé ce matin la phase expérimentale du projet. La plateforme intitulée Chorus permettra aux opérateurs économiques de régler les droits et taxes de leur déclaration sans se déplacer à Ramdan. Effectuer le déplacement pour dédouaner sa marchandise ne sera plus qu'une question de choix. Un simple clic suffira pour s'acquitter des droits de douane et taxes assimilés. La plateforme Chorus a été spécialement conçue pour cela. Cela permet de sécuriser à la fois les importateurs qui versent leurs droits auprès de ces transitaires-là. Ça permet également de sécuriser les recettes de l'État, parce que par la voie électronique, la validation par la banque, ensuite la validation par le Trésor, permet d'avoir un circuit fermé avec un degré d'authentification qui sécurise l'ensemble de la chaîne de paiement. Sécurité, transparence ou encore gain de temps, les avantages liés au nouveau système ont séduit plus d'un. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique fait partie des premiers à avoir soutenu l'initiative. La plateforme Chorus devrait permettre d'améliorer notablement la sécurité physique des deniers publics en diminuant les risques liés à la manipulation des deniers publics, la gestion de la trésorerie en permettant l'encaissement dans des délais réduits des recettes douanières dans un contexte de tension de trésorerie. Les règles de concurrence en réduisant voire éliminant les avantages indus que des opérateurs peuvent tirer de l'émission de chèques sans provision. La plateforme Chorus interconnecte banques, transitaires et opérateurs économiques. Le processus a duré 8 ans. Les travaux techniques ont été finalisés grâce au système Gaindé. Le paiement est juste une application qui vient intégrer ce système. Comme hier, Orbus également est une autre application qui était venue s'intégrer au système. Le système est conçu pour être modulaire, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner uniquement sur le dédouanement, comme également il peut s'adjoindre d'autres applications qui ont été développées séparément. Ces applications, même prises séparément, peuvent fonctionner en dehors du système Gaindé. La Direction générale des douanes et ses partenaires se donnent le temps d'éprouver le système. Il est en phase expérimentale. L'application sera effective lorsque tous les critères de performance seront réunis. Dakar abrite depuis ce matin un séminaire national consacré au commerce des services. Les participants, des membres du Comité national des négociations commerciales internationales, sont formés par des experts de l'OMC sur les règles du système commercial multilatéral, cela à travers l'accord général sur le commerce des services. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre du Commerce Matassi Diallo, compte rendu à Alassane Diédhiou. C'est le secteur d'activité économique qui a connu le plus grand dynamisme en termes de croissance au cours de ces dernières années en Afrique. Le commerce des services, c'est un secret de polichinelle, est aujourd'hui un maillon incontournable dans l'élaboration de toute politique publique.
Aussi, l'engagement de l'UEMOA à impulser ce secteur sur l'ensemble de l'espace communautaire se justifie-t-il amplement? Ce programme consiste à appuyer les États pour les négociations commerciales au sein de l'OMC, pour les négociations dans le cadre de l'APE, l'accord de partenariat économique que la région Afrique de l'Ouest négocie avec l'Union européenne. La nécessité d'une meilleure prise en charge des différentes contraintes des services, notamment les PME-PMI dans les domaines des infrastructures, de la formation, des technologies innovantes et de l'accès au marché, constitue un enjeu majeur pour la représentante de l'OMC. Ce point de vue recoupe les préoccupations du gouvernement du Sénégal, lequel a très tôt pris conscience du rôle éminemment catalyseur du secteur du commerce des services dans un contexte d'une libéralisation mondiale des échanges commerciaux. Ce secteur est l'un des secteurs les plus performants de l'activité économique nationale. En effet, il représente près de 60% du PIB et occupe plus de 30% de la population active. Cela peut paraître paradoxal, pourtant là est la réalité. Au moment où le ratio du continent africain dans le commerce mondial n'arrive pas à franchir la barre fatidique des 5%, la croissance du commerce des services est quant à elle estimée à 10% en 2010, soit d'un point supérieur à la moyenne mondiale si on exclut bien entendu l'Asie. Comment alors expliquer une telle situation? La grande faiblesse des pays africains en général réside dans cette faiblesse de capacité de production et d'offre. Et le défi justement du ministère en charge du commerce est de faire en sorte que cet objectif de réduction du déficit de la balance commerciale et même de la balance des paiements soit relevé. Au cours des travaux prévus pour durer 3 jours, les participants aborderont différents thèmes de réflexion, entre autres la structure de l'accord général sur le commerce des services, les listes nationales d'engagement spécifiques. Le 10e anniversaire de la Semaine nationale de la prévention routière a été lancé ce matin par le ministre des Infrastructures et des Transports. Il s'agit pour cette année de voir les solutions et contours d'une sécurité routière durable au Sénégal. Le ministre Mor Ngom a rappelé que le sujet reste un vrai défi pour les autorités qui vont s'appuyer sur le plan national de sécurité routière. L'objectif affiché est de réduire la gravité des accidents de 35% d'ici 10 ans. Le ministre a appelé à la responsabilité de tous et prévoit d'élargir la concertation. Enfin, il a avancé l'idée d'une réforme du permis de conduire avec l'introduction d'un système biométrique. L'Inspection générale d'État a ainsi publié hier la liste des 59 agences et directions supprimées, 59 au total à l'issue d'un travail rigoureux et objectif. Toutes celles qui ont été supprimées l'ont été selon des critères bien précis. Il y en a cependant qui n'ont pas été supprimées, mais plutôt rattachées et fusionnées avec d'autres. En voici quelques exemples avec El Hadj Thierno Dramé. Ce sont 59 structures qui sont touchées par la cure d'amaigrissement de l'État. 2 cellules, un office, une société nationale en phase de création, un fonds, une mission, 41 directions, une délégation et 2 directions générales. Parmi les agences supprimées, on retiendra celle nationale de promotion touristique, qualifiée d'inefficace et de budgétivore par l'IGE, qui lui reproche également de ne pas assurer sa mission. Parmi les fonds supprimés, il y a le Fonds de solidarité numérique. Ces missions seront désormais prises en charge par l'Agence de l'informatique de l'État. Dans le texte présenté par l'IGE, la première entité citée est la mission de promotion de la nouvelle capitale politique et administrative du Sénégal, structure jugée inopérante et qui sera par ailleurs auditée compte tenu de l'importance des fonds dépensés. Une structure qui, faut-il le rappeler, était directement rattachée à la présidence de la République. Il faut également souligner que certaines directions ont fait l'objet de fusion, le cas de la Direction générale de la stratégie de développement social et la Direction de développement communautaire qui deviennent la Direction du développement social et communautaire. Et l'on s'intéresse ce soir aux licences de pêche, un sujet qui suscite beaucoup de passion. Le gouvernement a pris récemment la décision d'annuler 29 licences de pêche, une mesure salutaire selon les professionnels du secteur. Ils souhaitent même l'arrêt définitif de l'octroi de ces licences pour préserver les ressources halieutiques et l'intérêt des nationaux. Les avis sont en tout cas partagés. Je vous propose de suivre ce dossier signé Alioune Badara Kane. Une pirogue de pêche de retour d'une expédition en mer. La scène est certes banale, mais pour combien de temps encore? Le secteur ne nourrit presque plus son homme.
Les prises sont de plus en plus maigres. La pêche artisanale au Sénégal est en eau trouble. Elle est malade. Elle est malade de sa gouvernance. Elle est malade de son inorganisation. Elle est malade de par maintenant son exclusion. Député désappointé, il pointe du doigt les chalutiers étrangers bénéficiaires des licences de pêche qui menacent leur gagne-pain. Un sentiment largement partagé par les organisations de la société civile. Ici, à Greenpeace Sénégal, on a fini de tirer la sonnette d'alarme. Depuis plus de 18 mois, nous sommes associés avec les acteurs du secteur de pêche sénégalais pour en fait lutter contre ces autorisations de pêche qui ont été attribuées de la façon la plus obscure, comme vous le saviez. L'appel semble entendu. À peine installé, le nouveau régime décide d'annuler 29 licences de pêche octroyées par l'ancien pouvoir. La nouvelle équipe veut revoir de près l'épineux dossier des licences de pêche. La licence de pêche obéit à des règles. Il y a un code de la pêche qui réglemente l'octroi et la surveillance, en tout cas, des licences de pêche que l'on donne. Je me suis rendu compte que ces autorisations, même si en fait par ailleurs cela rapportait de l'argent dans les caisses du Trésor, il faut se rendre compte que ce n'était pas en tout cas prévu par le code de la pêche. Donc de ce fait-là, on a estimé que c'était illégal. Au nom de la transparence, on veut donc faire la lumière sur les conditions d'octroi des licences de pêche. Justement, quelles sont les conditions à remplir pour obtenir une licence de pêche au Sénégal? 3 types de navires peuvent prétendre à une licence de pêche. Les navires battant pavillon sénégalais, les navires étrangers affrétés par les sociétés sénégalaises, les navires battant pavillon d'un État avec lequel le Sénégal est lié par un accord. Les autorisations de pêche sont accordées pour une période de 6 mois, renouvelable une fois, pour permettre à l'armateur d'accomplir les formalités administratives requises. La licence est délivrée par le ministre chargé de la pêche maritime après avis de la commission consultative d'attribution des licences. Cette procédure a-t-elle été respectée par les services de Khoureyssi Thiam, l'ex-ministre de la Pêche et de l'économie maritime? L'intéressé assure que oui et dégage en touche toute forme d'opacité dans la gestion des licences de pêche. Dans le journal LAS du jeudi 10 mai 2012, Khoureyssi Thiam crache ses vérités. Selon lui, 12 bateaux ont été autorisés à pêcher dans nos eaux l'année dernière. Ils ont versé au Trésor 850 millions pour 52 000 tonnes de poissons pêchés. Au moment où ils quittaient, 300 millions de francs CFA ont été versés au Trésor public. Nos tentatives d'entrer en contact avec lui sont restées vaines. En tout cas, l'annulation des 29 licences de pêche et le gel provisoire de la délivrance des licences soulage. C'est du baume au cœur pour les acteurs de la pêche artisanale. La mesure est salutaire, elle est supportée et en tout cas approuvée de tous les pêcheurs. Ce combat contre les licences de pêche, ils ne l'ont pas mené seuls. Les Sénégalais du secteur de la pêche industrielle sont également montés au front depuis longtemps. Ici, des milliers d'emplois sont en jeu. Ils réclament purement et simplement l'arrêt définitif des licences. Il y a une rarification de la ressource et qu'on a constaté depuis que les bateaux sont là. Et que le problème maintenant, il faut qu'on arrête définitivement ces autorisations pour que la pêche revienne ce qu'elle était avant. Donc quand on a une population qui vit du poisson, dont le principal apport protéinique est le poisson, quand vous avez des villages entiers, des communautés entières qui vivent de l'économie du poisson, en tant que gouvernant, vous avez la responsabilité d'avoir une attitude qui est une attitude prudente quand il s'agit de la préservation des ressources. L'État est-il dans les dispositions d'observer cette recommandation? Visiblement non, même si on promet de faire le ménage. Ne serait-ce que la période que j'ai, enfin l'évaluation qu'on m'a donnée, il y a au moins 1,5 milliard qui sont versés dans les caisses de l'État. Donc, pour me dire qu'on peut avoir plus, ou à
en faisant autre chose, on peut avoir plus, mais dire que ça ne rapporte rien, ce n'est pas exact. Alors, ne faudrait-il pas observer un repos biologique pour permettre à nos ressources halieutiques de se régénérer? Il faudrait décréter un moratoire, qu'on arrête l'octroi des licences à tous les niveaux. J'écarte tout moratoire. En attendant de parler de moratoire, c'est de reposer le dialogue sur la table. Il faut s'accorder d'abord sur le principe du repos biologique. Qu'est-ce que ça peut donner? Et ensuite voir les conséquences. Bon, essayer de juguler pour qu'en fait, tout le monde y retrouve son compte. La pêche, c'est 32% de l'économie avec plus de 600 000 personnes. Un secteur névralgique. L'intérêt économique devrait-il primer sur la préservation des ressources? Assurément non. L'avenir de tout un pan du tissu socio-économique est en jeu. Atelier national sur l'économie verte. Les acteurs concernés étaient en conclave ce matin pour approfondir la réflexion sur ce nouveau concept, les expériences nationales et internationales ainsi que les perspectives pour le sommet de Rio +20 ont été revues, nous dit Ibrahim Fall Jr. Cette rencontre, initiée par le ministère de l'Écologie et de la Protection de la Nature avec l'appui du Programme des Nations Unies pour l'environnement, est l'un des derniers pas en direction du sommet mondial de Rio sur le développement durable, communément appelé Rio +20. Parce qu'à Rio, l'économie verte sera l'un des thèmes majeurs, il est normal que les pays s'approprient ce nouveau concept qui n'a pas encore une définition consensuelle. L'économie verte, qui se veut un nouvel outil de promotion du développement durable, est définie par le dictionnaire de l'environnement comme une économie qui recouvre toutes les activités liées directement ou indirectement à la protection de l'environnement. Le programme des Nations Unies pour l'environnement en a fait son cheval de bataille et veut amener les pays à définir des politiques et modèles susceptibles de conduire à une croissance économique plus durable. Dans les pays africains, on dépense en général beaucoup plus, on consomme beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'énergie pour produire la même unité de PIB que dans d'autres parties du monde. Et il y a des technologies, des méthodes pour réduire cette intensité dans l'utilisation de l'énergie et des ressources qui réduiraient le coût économique pour les opérateurs, pour la société globalement, tout en favorisant encore la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Pour donner tout son poids à l'économie verte comme nouveau modèle de développement, le programme des Nations Unies a travaillé avec le Millennium Institute de Washington pour une modélisation, ce qui a abouti à des éléments de comparaison. Nous travaillons sur un modèle avec lequel nous pouvons faire les simulations sur le long terme, par exemple de 35 ans, quelque chose comme ça, et on peut introduire les politiques différentes pour voir les résultats, comparer les résultats, et avec ça, on peut analyser les scénarios et les politiques et voir quelles sont les politiques à prendre. Transiter vers une économie verte pour une croissance durable suppose de nouvelles politiques, ce qui est le propre du nouveau Sénégal qui s'engage résolument sur les chemins montueux du développement. Il n'est pas superflu de rappeler qu'une transition rapide vers l'économie verte sera fonction de la disponibilité des technologies appropriées, de capacités techniques suffisantes, de ressources nouvelles de financement comme les financements verts et surtout d'une forte volonté politique. C'est le cas du Sénégal, où son Excellence, le Président de la République, vient, dans le cadre du décret portant répartition des services de l'État, de créer au niveau de notre département ministériel une direction spécialement consacrée au financement vert et au partenariat. Rio +20 sera une étape importante qui marquera certainement l'augmentation de l'investissement vert pour plus d'emplois et de richesses. Remise du drapeau national au premier contingent de l'armée sénégalaise qui sera déployé en Guinée-Bissau. Ce détachement va renforcer le secteur de la sécurité et de la défense en Guinée-Bissau. Le colonel Chertidiane Thioune conduira ce contingent de 200 soldats qui devront rester en terre bissau-guinéenne pendant 6 mois, nous dit Tchorodia. C'est un détachement de l'armée sénégalaise constitué de soldats qualifiés qui va être déployé en Guinée-Bissau. Ce contingent est composé d'une compagnie de construction du génie, d'un hôpital de campagne de niveau 2 et d'une cellule de soutien et de protection. La composition de votre contingent témoigne ainsi de la volonté de notre pays de participer pleinement à un volet important du mandat de la CEDEAO qui consiste à accompagner la restructuration
du secteur de défense et de sécurité du pays frère, ainsi qu'à la reconstruction des infrastructures et à l'assistance aux personnes vulnérables. Ces soldats rompus à la tâche vont bientôt fouler le sol bissau-guinéen. Une fois sur place, ils devront cultiver la fraternité d'armes dans l'accomplissement de leur mission. La mission globale, c'est d'accompagner la transition en Guinée-Bissau pour que ce pays revienne un tout petit peu à la normale. Donc c'est la cérémonie au cours de laquelle le général chef d'état-major général des armées a bien voulu me remettre le drapeau du pays, symbolique en tout cas, pour définitivement sceller en tout cas l'existence de cette mission-là qu'on envoie à Bissau. Le déploiement de ce contingent en Bissau entre dans le cadre du respect des engagements du Sénégal en tant que membre de la CEDEAO. On parle souvent d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais il est rare de voir des images des acteurs de ce mouvement. Et pourtant, leurs activités ne cessent de gagner du terrain et de constituer l'actualité. Les services secrets mauritaniens viennent de capturer certains d'entre eux. La Mauritanie mène une lutte sans merci contre le terrorisme et la chance parfois est du côté des enquêteurs. Sur les ordinateurs des militants interpellés sur des dizaines de DVD, ils ont découvert des heures et des heures d'images inédites. Elles permettent de mieux connaître les combattants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Quelque part dans le désert, ils sont à l'entraînement. La plupart à visage découvert. C'est l'un d'entre eux qui tient la caméra. Les instructeurs, diront les spécialistes, sont algériens. Les recrues viennent de tout le Sahel, de la Mauritanie jusqu'au Nigeria. Difficile de savoir avec précision où et quand ces images ont été tournées. Au nord du Mali, probablement entre 2009 et 2011. Des images qui ont souvent une valeur pédagogique. Un pain de plastique relié à un système de mise à feu. Et voilà bientôt prête la bombe d'un candidat au suicide. On met une minuterie à l'intérieur. Comme ça, même si le kamikaze se fait tuer, la bombe, elle explose malgré tout. Il a beau porter une cagoule, les services de renseignement ont reconnu sa voix. Il est mauritanien, lui aussi, et aurait été formé en Afghanistan. On le surnomme l'ingénieur. En plus de la petite mallette posée sur la banquette avant, 4 barils remplis d'1 tonne de poudre explosive et reliés par un cordeau détonnant. Sur la banderole, il est écrit « Il n'y a de Dieu que Dieu », la signature d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est cette même voiture piégée qui, dans la nuit du 24 au 25 août 2010, a explosé aux abords d'une caserne à l'est de la Mauritanie. 2 morts et 3 blessés. Du véhicule et de son conducteur, il ne reste rien. La plupart du temps, ils sont très politisés, en ce sens qu'ils ont une idée assez précise de comment devrait se mener la politique dans leur pays, et ils sont dans une opposition au gouvernement en place, et ils perçoivent cette forme d'action comme la forme la plus légitime et la plus efficace pour agir contre le gouvernement. De temps à autre, le caméraman enregistre des scènes de la vie quotidienne, comme cette partie de chasse à la Kalachnikov. Aujourd'hui, il y aura de la gazelle au menu. Loin des villes et des marchés, les hommes se nourrissent de peu. Du riz à la tomate, quelques sardines en boîte et parfois, pour varier l'ordinaire, des lézards cuits à la braise. C'est la saison des pluies. Aller voir chahuter comme des adolescents à la plage, on dirait presque un film de vacances. Mais leurs rires ne peuvent faire oublier que ce sont eux ou leurs compagnons d'armes un peu plus loin qui détiennent une vingtaine d'otages, dont 6 Français, et qu'ils sont tous menacés de mort. Ces photos, elles aussi, ce sont leurs ravisseurs qui les ont prises pour revendiquer les enlèvements. Rien de plus facile pour les extrémistes que de répandre leur propagande sur Internet. C'est du moins ce qu'affirmait en novembre 2011 un journaliste mauritanien, Mohamed Salem Al-Majlissi, présenté comme l'un des maîtres à penser d'Al-Qaïda en Mauritanie. Al-Qaïda n'a aucun mal à trouver de nouvelles recrues. L'organisation a beaucoup investi dans les nouvelles technologies. Grâce à Internet, elle peut facilement faire connaître ses idées. Ces documents permettent, pour ainsi dire, de mettre l'eau à la bouche de celui qui est intéressé. Et par la suite, il va essayer d'entrer en contact avec quelqu'un qui possède justement ces documents, comme celui qui a été arrêté en sa possession ces documents, et c'est celui-là qui va le mettre en contact avec des membres de l'organisation qui vont ensuite l'embrigader dans un groupe. Parmi tous les documents vidéo saisis par l'armée et la police mauritanienne, nombreux sont ceux où les combattants d'AQMI posent devant leur arsenal et défient ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Tous les mécréants, tous ceux qui sont contre Dieu, doivent savoir qu'avec sa bénédiction, nous allons les combattre et les vaincre où qu'ils se trouvent dans le monde.
Il ne serait que quelques centaines, 1000 ou 1500 tout au plus à travers le Sahara. Mais personne en Afrique ou en Occident ne prend leurs menaces à la légère. Retour chez nous pour parler de l'ambassadeur du Brésil au Sénégal avec ses partenaires que sont la FAO et la Société Agricola Famosa. Ils viennent d'offrir 15 tonnes de melons à 5 structures s'occupant d'enfants défavorisés ici à Dakar. L'objectif vise une meilleure alimentation chez ces enfants en situation difficile. La cérémonie officielle de remise de ce don a eu lieu à la pouponnière de la Médina, Claire Diop. Satisfaction, le mot est revenu plusieurs fois au cours de cette cérémonie officielle de donation. La structure vient ainsi de recevoir 3 tonnes de melons brésiliens cultivés au Sénégal. Le geste est une première ici à la pouponnière de la Médina. L'idéal pour ces acteurs est de s'investir pour un mieux-être des enfants en situation difficile. Il y en a des bébés qui aiment beaucoup les fruits. Donc on fait des compotes parce qu'ils sont tout petits pour leur donner des melons comme ça. Il y en a une ou deux qui pouvaient en prendre parce qu'ils sont déjà des petits dents. Mais pour nous aussi, c'était une donne merveilleuse. Et ça a été vraiment, j'ai été émerveillée d'avoir des melons. Le Brésil est un pays ami du Sénégal. Par ce geste, c'est la coopération sud-sud qui s'élargit encore. Et au-delà des relations commerciales, pour la cause des enfants, les deux pays se retrouvent. Si on peut contribuer à mieux les nourrir, à mieux leur donner des apports protéiques, vitaminiques, tout ça, on contribue pour que ces générations du futur puissent être encore plus effectives dans le développement du pays, n'est-ce pas? La société Agricola Famosa est implantée au Sénégal depuis 1 an. L'entreprise travaille avec les principes de la responsabilité sociétale. En plus de la commercialisation des fruits, des jeunes sont recrutés et une maternité est en cours de construction. Le développement du Sénégal avec une institution, pour moi, est très important. Le développement social des enfants et de la population du Sénégal. À l'image de la pouponnière de la Médina, le centre Talibou Dabo de Grand Yoff, l'Empire des enfants, le village des enfants SOS, l'hôpital Albert Royer vont également bénéficier de 5 tonnes de melons. L'ambition est de renforcer l'apport alimentaire de près de 2000 enfants pour une meilleure croissance. Dans les prochaines années, le projet compte s'élargir dans toutes les régions du pays. Une note culturelle dans ce journal avec le Festival Jazz Saint-Louis qui fête cette année ses 20 ans. Un anniversaire qui va durer presque une semaine et qui démarre demain mercredi à travers une soirée culturelle. Maman Moussaïan. Pour célébrer les 20 ans de Saint-Louis Jazz, une grande fête de la musique qui sera rehaussée par la présence du ministre de la Culture et de l'auteur-compositeur français de renommée mondiale, Charles Aznavour. Ils seront en compagnie de l'ensemble instrumental traditionnel du Sénégal à l'ouverture de cette manifestation qui marque les 20 ans de Saint-Louis Jazz. On se dit que l'ensemble instrumental, c'est la rencontre de sommité de la musique sénégalaise et africaine en général. C'est pour ça que ça sera animé par l'ensemble instrumental, avec tant d'autres artistes, mais surtout sur la présence effective de notre ministre, le ministre de la Culture et du Tourisme, M. Youssou Ndour, et ses invités, et le maire de la ville de Saint-Louis, M. Cheikh Bamba Dièye. Il y a Moni Dibango, Devin Philippe, États-Unis, Elisabeth Kantamano, un groupe qui a été créé par le Centre culturel français, la BNP et le Saint-Louis Jazz qui s'appelle African Jazz Roots, Ablaye Souré et Simon Goubert, et Habib Faye aussi, un Sénégalais qui va participer. Cette année, les soirées de jazz seront gratuites à l'entrée, une façon de fêter cet anniversaire qui accueillera de grands noms du jazz. Pourtant, on a le soutien de nos sponsors, surtout de nos principaux sponsors et de nos autorités. Le ministère de la Culture, la mairie de Saint-Louis et beaucoup de sociétés et les ambassades aussi. Et cette année, il y aura une foire, mais il y aura 2 foires, si je m'explique. Il y aura carrément une foire commerciale sur le quai et il y aura une foire artisanale sur la place Faidherbe. Parce que sur la place Faidherbe, on ne va pas mélanger les deux, parce que sur la place, nous voulons promouvoir l'artisanat sénégalais, l'artisanat africain. Le festival de jazz de Saint-Louis, c'est du 23 au 28 mai, c'est sur la place Faidherbe, la mythique.
Après Saint-Louis, je vous invite à faire la traversée Dakar-Gorée pour aller à la rencontre d'un artiste particulier. Il s'appelle Meissa Tunkara. Originaire de Saint-Louis, il a établi ses quartiers à Gorée et ses spécialités sont la peinture et le collage. Mais Meissa est surtout un militant anti-tabac. Voyons ce qu'il sait faire des mégots avec Oumar Diaw. Accoudé sur le rebord du ponton, le regard figé sur l'eau qui va et qui vient sur le rivage, l'artiste cherche sans doute une inspiration. Né sur une autre île il y a près d'une quarantaine d'années, Meissa n'a pas rompu avec le milieu insulaire en s'installant à Gorée. Dans son art au quotidien, il fait tout avec le tabac, sauf fumer. Mon père il est mort à cause d'une maladie qui s'appelle le cancer. Et ma maman, elle a eu l'asthme. Voilà. Et cet asthme-là, c'est dû au tabac. Meissa mesure bien les méfaits de la cigarette pour avoir grandi dans un environnement de fumeurs. Lui-même a succombé à la clope pendant de longues années. 26 longues années. On n'a tenté pas mal de fois pour quitter ce monde de tabac. Mais on n'a pas réussi. Le jour qu'on a réussi, c'est ce jour-là qu'on s'est vêtu en soldat pour faire la guerre contre le tabac. Aujourd'hui, il est derrière lui le temps des blondes, ça n'est pas plus mal. Son expérience et ses talents d'artiste, il les met au service de la lutte et de la sensibilisation. Faire savoir que le tabac est dangereux. Meissa ne pouvait pas manquer la cérémonie symbolique de lancement à Gorée du mois sans tabac. Aux côtés des membres de la LISTAB, Ligue sénégalaise contre le tabac, il compte apporter sa contribution artistiquement contre un fléau dont les racines plongent dans les âges obscurs de l'esclavage. Je vous fais lecture de cette mise en demeure du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, considérant qu'il résulte du rapport d'écoute et de suivi des services de veille du CNRA que la radio Zik FM a diffusé de manière délibérée, et ce à plusieurs reprises dans une émission dite TEUS, le mardi 22 mai 2012, un élément pornographique en violation des dispositions de la loi numéro 2006-04 du 4 janvier 2006, notamment en ses articles 7 et 9 et des articles 12 et 13 du cahier des charges applicables aux titulaires d'autorisation de diffusion de programmes de radio commerciale. En conséquence, après en avoir délibéré en sa séance du 22 mai 2012, met en demeure la radio Zik FM d'arrêter la diffusion de cet élément et de s'abstenir à l'avenir de diffuser des propos de nature à heurter la sensibilité des auditeurs, notamment du jeune public, et de veiller strictement au respect des dispositions des articles 7 et 9 de la loi numéro 2006-04 du 4 janvier 2006 et de celle des articles 12 et 13 du cahier des charges applicables aux titulaires d'autorisation de diffusion de programmes de radio commerciale, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 26 de cette loi, sanctions pouvant aller de l'amende à la suspension de l'émission incriminée, voire au retrait de la fréquence, dit que la présente mise en demeure sera enregistrée, notifiée à l'intéressé et publiée partout où besoin sera. Toujours ce communiqué du CNRA qui a constaté, pour le déplorer, la propension de certains organes audiovisuels, radios et télévisions à relater des faits divers, souvent en des termes de nature à heurter la sensibilité des auditeurs et téléspectateurs. Le CNRA demande à tous ces organes d'accorder une attention particulière aux faits rapportés dans cette émission afin d'en vérifier rigoureusement la véracité dans la mesure où certains de ces faits s'avèrent parfois non fondés. Le CNRA invite également ces organes à s'abstenir dans la relation de ces faits de diffuser des propos susceptibles de nuire durablement à la dignité et à l'honneur des personnes incriminées et souvent citées nommément. Le CNRA rappelle que ces faits-ci, dessus évoqués, constituent des violations graves des dispositions législatives et réglementaire régissant l'audiovisuel du Sénégal et expose les organes fautifs à des sanctions, notamment celles prévues à l'article 26 de la loi numéro 2006-04 du 4 janvier 2006. Voilà qui met fin à ce journal. Vous aurez rendez-vous avec l'actualité en fin de soirée. Je vous retrouve demain à 20h si vous le voulez bien. Bonsoir.
Tamaate Podor. Tamaate Podor xoolal melokaan bi ni mu mel day xonkal te di safal kon boog jéggi def leen ni man tamit jaay ma Tamaate Podor. Tamaate Podor sa tomp dina gën a xonk waay jaf ko bi mot raajil xool rosil seet Tamaate Podor sa tomp dina gën a xonk waay jaf ko bi mot lii mooy Tamaate Podor. Nouveau tarif Tigo, le crédit qui dure plus longtemps qu'ailleurs. 15 francs la minute, valable après la première minute de l'appel. Entre abonnés Tigo, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mes copains, rejoins Tigo, le crédit qui dure plus longtemps qu'ailleurs. Le tiercé Carte Plus Quinte Plus prix des épinettes benn course de plat bu fukki fas ak juróom-benn rang ci 2000 mètres la Longchamp dawal tey fas yi nii la ñu yegsee 3 10 8 16 14 rapport yi tamit fayagum na ordre tiercé 540 000 francs désordre tiercé 108 000 francs ordre carte 1 572 500 francs. Désordre carte, 146 500 francs. Bonus 3, 23 500 francs. Ordre quinte. Ken na jàppul quinte bi ci ordre. L'ONAS berdel leen si benn cagnotte bu toll si 10 555 000 francs. Fas yéene leen ko tegal ci quinte ëllëg bi. Désordre quinte, 847 000 francs. Bonus 4, 28 000 francs. Couplet gagnant. 135 500 francs, couplet placé A, 22 000 francs, couplet placé B, 21 000 francs, couplet placé C, 15 500 francs. ëllëg si àllarba ji ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai, le Croisé la Roche la ñu jëm. mooy dawal la 5e étape du Grand National du Trot, di benn course attelé course nationale groupe 3, bu fukki fas ak juróom-ñett rang ci 2775 mètres. Favori 2, 18, 17, 11, 3. Outsider yi 16, 13, 4. Surprise yi 5, 8, 10. Bonne chance cant ak ngërëm ñeel na leen ci seen teewlu ba ëllëg inshallah. Jaarama Lonase. Le Grand Prix du chef de